Comme promis, nous allons maintenant chercher les preuves de l'innocuité des adjuvants aluminiques dans les rapports d'experts cités par l'Agence nationale de santé et du médicament. Commençons par le rapport de l'Académie nationale de pharmacie. Vous vous souvenez, ce sont eux qui diffusent de la désinformation à propos de la dose négligeable. Je ne vais pas pouvoir lire intégralement avec vous les 47 pages. Mon objectif ici, c'est de chercher leurs arguments et les études scientifiques en faveur de l'innocuité. Vous découvrirez qu'en réalité, leurs arguments sont malhonnêtes. Allons voir le sommaire pour cibler les passages intéressants. D'abord, il parle de l'aluminium soluble. Puis, de ce qui nous intéresse, les adjuvants aluminiques. Le mécanisme d'action, c'est qu'il booste l'efficacité du vaccin. C'est intéressant, mais ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. La pharmacocinétique, le devenir de l'aluminium une fois qu'il est injecté avec le vaccin, ça nous intéresse. Ensuite, il parle des effets indésirables déjà connus. Ce n'est pas ce qu'on est venu chercher pour le moment. Puis, il discute longtemps de la myofasciite à macrophages. Et enfin, il cite des études expérimentales. Ça aussi, ça nous intéresse. Commençons par la pharmacocinétique. Comme adjuvant des vaccins, l'aluminium est utilisé sous différentes formes. Comme nous l'avons déjà vu, les deux formes principales sont l'hydroxyde d'aluminium et le phosphate d'aluminium. Les dérivés de l'aluminium sont sous la forme de nanoparticules. Après injection vaccinale, l'hydroxyde d'aluminium se dissout très lentement dans le tissu interstitiel. Bon, jusque-là, tout va bien. Tandis que le phosphate d'aluminium se dissout beaucoup plus rapidement. Ça, c'est gonflé. Techniquement, c'est vrai, mais on a vu qu'après un mois, 80% du phosphate d'aluminium n'est toujours pas éliminé. Plutôt que de dire ce fait scientifique catastrophique, ils choisissent de dire qu'il se dissout beaucoup plus rapidement que l'hydroxyde d'aluminium. Ensuite, ils s'appuient sur une étude, numérotée 34. Cette étude, c'est M2002. Allons voir. C'est la troisième étude la plus importante concernant l'innocuité. On a déjà vu les deux autres dans le chapitre précédent. Il y a deux parties dans cette étude. Dans la première partie, ils cherchent à savoir si les adjuvants sont solubles dans le liquide interstitiel. Et dans la deuxième partie, ils reprennent les résultats des 4 lapins qu'on a déjà vus. Le résultat de la première partie de cette étude, c'est que 0% des adjuvants de type hydroxyde d'aluminium sont solubilisés. Quand on lit en détail l'étude, on réalise qu'ils ont dû modifier les conditions expérimentales, en laboratoire, afin d'obtenir une dissolution, à tel point que les conditions à la fin ne ressemblent plus du tout aux conditions dans le corps. Ils ont dû multiplier par 100 la quantité d'acide pour réussir à dissoudre un peu de nanoparticules. C'est typiquement une étude complètement biaisée, qui est faite dans le but de prouver quelque chose et qui manipule l'expérience pour trouver le résultat espéré. Personnellement, j'ai trouvé ça consternant quand j'ai réalisé que l'Académie de pharmacie s'appuie sur ce genre d'études pour défendre l'innocuité. Je ne reviens pas sur la deuxième partie de cette étude, car elle ne fait que reprendre les données sur les lapins dont on a déjà parlé. Que conclut cette étude de M2002 ? La dissolution in vitro, donc en laboratoire, et les études d'absorption in vivo, donc dans les lapins, indiquent que les adjuvants aluminiques sont dissous par les acides du liquide interstitiel, absorbés dans le sang, distribués dans les tissus et éliminés par les urines. Nous avons l'habitude maintenant. À nouveau, techniquement, cette phrase est vraie, mais elle transpire la malhonnêteté intellectuelle. Les résultats principaux que l'étude aurait dû retenir, c'est que les adjuvants aluminiques sont très mal dissous dans le liquide interstitiel, en particulier l'hydroxyde d'aluminium, et sont très peu éliminés par les urines. C'est ça que notre Académie nationale de pharmacie aurait dû révéler s'ils avaient été honnêtes. Revenons au rapport. Le rapport continue en donnant l'argument que la concentration en adjuvant aluminique dans le cerveau du lapin au bout d'un mois est 2000 fois inférieure à la concentration chez un humain adulte. Ils disent ça comme si c'était un argument très rassurant. Et effectivement, ça en a tout l'air. Mais c'est aussi une preuve que l'adjuvant aluminique peut effectivement se retrouver dans le cerveau. Pour le moment, on ne sait pas encore exactement comment c'est possible, ni à quelle vitesse ça se produit.
En réalité, des études plus récentes montrent que les nanoparticules d'aluminium mettent longtemps à migrer dans le cerveau, plus d'1 mois. On ne sait pas non plus si les nanoparticules sont plus toxiques ou moins toxiques que l'aluminium soluble qui sert de comparaison. Enfin, la barrière hémato-encéphalique des nourrissons, la barrière qui protège le cerveau, est plus immature que celle des lapins adultes, et donc laisse vraisemblablement entrer plus de produits toxiques dans leur cerveau. Donc cet argument est effectivement un argument en faveur de l'inexistence d'un effet secondaire. Les concentrations d'adjuvants aluminiques dans le cerveau des lapins adultes après 1 mois sont très faibles, comparées à l'aluminium soluble accumulé dans le cerveau des humains adultes. Mais ça révèle aussi un argument en faveur de l'existence d'un effet secondaire. Les adjuvants peuvent bel et bien migrer jusqu'au cerveau. Si vous entendez dire qu'il n'existe pas de preuve que les adjuvants peuvent migrer dans le cerveau, c'est une erreur ou un mensonge. Et si on reprend notre tableau simplifié, je vous rappelle qu'on espérait très fort, sans preuve, que les adjuvants ne pouvaient pas migrer jusqu'au cerveau. Donc maintenant, on espère très fort que les nourrissons arrivent à empêcher trop de nanoparticules d'entrer dans leur cerveau, comme les lapins adultes, et on espère que les nanoparticules qui entreront ne seront pas plus toxiques que l'aluminium soluble. On espère toujours sans preuve. Dans le rapport, on a ensuite une étude qui a sacrifié des singes, qui montre qu'effectivement l'aluminium vaccinal persiste longtemps au niveau du site de l'injection, preuve expérimentale solide. Cet argument-là, je pense que c'est bon, on peut le valider définitivement. L'aluminium vaccinal reste durablement dans l'organisme, c'est un fait scientifique établi, de même qu'on a établi que la dose injectée est considérable comparée à l'apport alimentaire absorbé. Continuons notre lecture du rapport et passons au paragraphe sur les études expérimentales. Ils reprennent l'étude chez les singes, dont on vient de parler. Ensuite, une étude chez les rats, qui montre que l'élimination diffère d'une race de rats à l'autre. Des études chez la souris, dont les résultats confirment que les nanoparticules d'aluminium peuvent se retrouver dans le cerveau. Nous remarquerons que concernant cette étude sur les souris jugées comme potentiellement inquiétantes par le rapport, ils prennent soin de dire que l'extrapolation chez l'homme ne va pas de soi. Par contre, la faible concentration d'aluminium dans le cerveau du lapin, là, ils parlaient sans gêne d'extrapolation à l'homme. Donc, quand c'est rassurant, ils extrapolent, mais quand c'est inquiétant, ils n'extrapolent pas. Ensuite, ils discutent. J'ai attaqué la malhonnêteté intellectuelle de ce rapport, donc relevons tout de même qu'ils ont l'honnêteté de signaler en fin de discussion que, en ce qui concerne les doses administrées, certaines études très préliminaires, nombre de souris très faible, laissent à penser qu'en fonction de la voie d'administration des vaccins, ce ne seraient pas toujours les doses les plus élevées d'adjuvants aluminiques qui induiraient une translocation de l'aluminium dans le cerveau. Autrement dit, peut-être que des faibles doses d'adjuvants aluminiques ont tendance à migrer plus facilement vers le cerveau que de fortes doses. Ça fait écho à la notion que je vous avais donnée précédemment. Dans le cas des particules, ce n'est pas toujours la dose qui fait le poison. Nous ne trouverons pas plus de preuves en faveur de l'innocuité dans ce rapport. Nous allons passer beaucoup plus rapidement sur les 2 autres rapports d'experts, car celui de l'Académie de pharmacie qu'on vient de voir était le plus récent. Vous pouvez lire attentivement ces 2 autres rapports, vous n'y trouverez pas d'autres arguments théoriques ou expérimentaux en faveur de l'innocuité. Je m'arrête juste sur un passage du rapport du Haut Conseil de la Santé publique. Ce rapport discute lui aussi de l'étude de M 2002 qu'on a déjà vue ensemble. Et il conclut à propos de cette étude: in vitro, il a été démontré que l'aluminium peut être solubilisé à partir d'un adjuvant aluminique, aluminium hydroxyde ou aluminium phosphate, par un acide organique à concentration physiologique. Concentration physiologique, ça veut dire concentration normale dans le corps. Or, rappelez-vous que dans l'étude, 0% de l'hydroxyde d'aluminium était dissous à concentration normale. Ils ont dû multiplier la concentration de l'acide par 100 pour commencer à dissoudre l'adjuvant. Cet argument du Haut Conseil à la santé publique est faux. Jusqu'à présent, dans les rapports d'experts, on était confronté à de la malhonnêteté, mais là, c'est carrément une erreur ou un mensonge. Ce passage est factuellement faux.
Vous ne trouverez pas dans ce rapport d'autres arguments ou d'autres études en faveur de l'innocuité. Bilan. Nos autorités scientifiques et sanitaires affirment que les adjuvants sont sûrs. Ils affirment l'innocuité, l'inexistence de l'effet secondaire. S'ils sont rationnels, ils doivent donc avoir des preuves, des études scientifiques, des données. Eh bien, en réalité, leurs arguments principaux sont malhonnêtes. Et le peu de preuves qui restent sont très fragiles, très loin d'être des preuves suffisantes. Le seul argument valable, ce serait que suffisamment peu d'adjuvants migrent dans le cerveau des nourrissons pour avoir un effet toxique. Mais ils n'ont absolument aucune preuve de ça. Ils font donc un pari aveugle, sans preuve. Ils pourraient dire qu'il n'y a pas de preuve absolue de la nocivité et que donc il n'y a pas de raison suffisante pour croire en la nocivité. Mais eux, ils affirment l'innocuité. Ce n'est pas la même chose. Pour affirmer l'innocuité, il faut avoir des arguments scientifiques valables. Ils n'en ont pas. Pire, les études les plus récentes montrent que les stimulations inflammatoires périphériques peuvent causer une inflammation cérébrale. Autrement dit, les adjuvants aluminiques n'ont pas besoin d'entrer dans le cerveau pour y causer une inflammation. Dans le rapport de l'Académie de pharmacie, ils affirment « Bien que la sécurité d'emploi des vaccins à adjuvants aluminiques soit établie, elle reste un sujet permanent de discussion. » Eh bien, pour affirmer ça, il aurait fallu fournir des preuves valables, pas une avalanche d'arguments malhonnêtes. D'après le site gouvernemental Vaccination Info Service, l'innocuité des sels d'aluminium contenus dans les vaccins ne peut être remise en cause. Il faut les croire sans preuve. Il faut avoir la foi. Un aveuglement irrationnel. Voilà, on a fini d'aller à la pêche du côté des autorités sanitaires. Cette conférence a pour but de diffuser les informations scientifiques et, en général, on évite de faire appel à l'émotion lors des présentations scientifiques. Mais comme cette conclusion est émouvante, je vais très brièvement en parler. Personnellement, quand je fais ce constat, je me sens trahi. Je me sens particulièrement trahi par l'Académie de pharmacie. Je réalise qu'ils ont abusé de la confiance que les médecins leur accordent, qu'ils nous ont enfumés plutôt que nous éclairer. Techniquement, ils n'ont menti nulle part dans le rapport. Chaque phrase prise isolément est vraie. Si vous n'y connaissez rien aux adjuvants et que vous lisez leur rapport, vous vous sentirez très rassuré. Mais la manière dont ils présentent les données scientifiques est malhonnête. Et comme il faut avoir des connaissances sur le sujet pour s'en rendre compte, l'écrasante majorité des médecins qui lisent ce rapport se font berner. Mais peut-être que les auteurs de ce rapport sont juste incompétents et qu'il existe d'autres preuves de l'innocuité, qu'ils seraient passés à côté des preuves qu'ils sont censés réunir. Il est temps de vous révéler quel serait un argument très solide en faveur de l'inexistence, ce qu'on aurait dû trouver dans leur argumentaire et qu'on n'a pas trouvé. Normalement, avant d'autoriser la mise sur le marché d'un médicament qui contient des substances connues pour être dangereuses, on demande des études randomisées contrôlées en double aveugle. C'est considéré comme le top du top de la preuve scientifique par beaucoup de méthodologistes. Le principe, c'est qu'on prend des nourrissons, par exemple 1000 nourrissons, qu'on les tire au sort pour les mettre dans 2 groupes séparés. À un groupe, on injecte des vaccins avec adjuvant aluminique, et à l'autre groupe, des vaccins sans adjuvant aluminique. Puis, on compare les 2 groupes. Si on détecte des effets secondaires dans le groupe adjuvant aluminique, ce sera évidemment un argument très fort en faveur de l'existence de ces effets secondaires. A l'inverse, si on cherche un effet secondaire et qu'on échoue à le détecter, ce serait un argument fort pour dire que soit il est tellement faible qu'on n'a pas réussi à le détecter, soit cet effet secondaire n'existe pas. On aurait alors un argument solide pour croire en l'inexistence de cet effet secondaire. Si on veut respecter nos attentes éthiques d'aujourd'hui, ce type d'étude doit être mené avant de mettre sur le marché de nouveaux médicaments qui contiennent des substances dangereuses. Si une substance est connue pour causer des troubles du développement neurologique et qu'on veut mettre cette substance dans un vaccin, alors il faut s'assurer que le vaccin ne cause pas de troubles du développement neurologique avant de le commercialiser. Il faut chercher correctement au moins une fois et échouer à détecter un effet secondaire. C'est la moindre des choses.
Problème, les vaccins avec aluminium ont été autorisés il y a un siècle. Et à l'époque, non seulement on n'avait pas les mêmes attentes éthiques qu'aujourd'hui, mais en plus, on ne savait pas que l'aluminium pouvait causer des troubles du développement neurologique. Ce type d'étude n'avait pas été réalisé à l'époque de l'introduction de l'aluminium dans les vaccins. A-t-on mené ce type d'étude depuis? Malheureusement, non. Si vous faites une recherche PubMed, vous y découvrirez une méta-analyse des essais cliniques ayant étudié les adjuvants aluminiques, Jefferson 2004. Parmi les études retenues par cette méta-analyse, aucune n'a cherché d'éventuels troubles du développement neurologique. Dans l'étude avec le suivi le plus long, les enfants n'ont été suivis que durant 4 mois en 1984. Et à l'époque, les troubles autistiques étaient très rares et très mal connus. Donc, si les adjuvants aluminiques ont causé des troubles du développement neurologique, vu que le suivi a été trop court et que ces troubles n'ont pas été dépistés, ils n'ont pas pu être détectés par les études. Aucune étude prospective avec un meilleur suivi neurologique n'a été menée depuis. Ça, c'est très important. On ne dispose pas de preuves expérimentales conçues pour répondre à la question chez les humains. C'est une anomalie énorme dans notre système de soins. Comment est-ce possible? Cette anomalie s'explique simplement. Les adjuvants aluminiques ne sont pas considérés comme principes actifs. Donc, lorsque les nouveaux vaccins sont testés, ils ne sont pas testés contre placebo, ils sont testés contre des groupes contrôles dans lesquels on injecte aussi des adjuvants aluminiques. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi c'est un problème énorme, mais si vous avez un minimum de formation scientifique, vous avez déjà compris. Pour résumer, avec des études conçues de cette manière, quand on teste un nouveau vaccin, il est impossible de détecter les effets secondaires qui seraient dus aux adjuvants. Considérer un produit neurotoxique comme un placebo est une faille béante dans notre système de sécurité des médicaments. Les adjuvants des vaccins bénéficient de fait d'un traitement exceptionnellement laxiste. Enfin, il reste tout de même un dernier argument qui semble très fort en faveur de l'inexistence de l'effet. Les adjuvants aluminiques sont utilisés depuis 1926. S'ils causaient des effets secondaires à moyen ou long terme, ça se saurait. Alors en fait, ça dépend. Pour commencer, on injecte de plus en plus d'adjuvants aluminiques ces dernières décennies. On n'a pas toujours injecté autant d'adjuvants aluminiques chez nos nourrissons. Et surtout, cet argument « ça se saurait », il est valable si on les utilise depuis 1926 et qu'on surveille d'éventuels effets secondaires neurologiques à moyen ou long terme. Alors là, oui, ce serait un argument très fort. Eh bien, justement, on a vu que le nombre de diagnostics de troubles du développement neurologique augmente lui aussi ces dernières années. La pharmacovigilance n'est pas passive, elle est active. Autrement dit, si la pharmacovigilance n'est pas activée sur un effet secondaire, elle va passer à côté. Pour vous donner un exemple concret de comment ça marche, si le médecin ou le patient ne déclare pas d'effet secondaire, la pharmacovigilance ne va pas pouvoir le détecter. Comme les médecins considèrent dans leur écrasante majorité que les vaccins ne causent pas de troubles du développement neurologique, lorsqu'ils ont parmi leurs patients un enfant qui est diagnostiqué, ils ne vont pas penser que ça pourrait être dû au vaccin qu'ils ont eu plusieurs mois, voire plusieurs années avant. Pas de déclaration. Il arrive aussi que la déclaration ne soit pas prise en compte car la pharmacovigilance estime qu'il n'y a pas assez de preuves de la causalité. C'est un serpent qui se mord la queue. Et enfin, comme l'écrasante majorité des nourrissons sont vaccinés, le taux normal de troubles du développement neurologique, c'est approximativement le taux chez les enfants vaccinés. Donc le taux d'enfants qui ont des troubles du développement neurologique chez les enfants vaccinés est similaire au taux normal. Là encore, c'est un serpent qui se mord la queue. L'argument « si ça causait un effet secondaire, on le saurait » ne tient pas. L'écrasante majorité des cas de troubles du développement neurologique n'ont pas de cause identifiée. Voilà, nous avons vu tous les arguments en faveur de l'innocuité, ce qui existe et ce qu'on aurait dû avoir. Il existe d'autres études qui penchent un peu en faveur de l'innocuité, comme par exemple une étude qui confirme la faible quantité d'aluminium qui migre à court terme dans le cerveau de rats adultes. Comme ces études ne sont même pas retenues dans l'argumentaire rassurant de nos autorités, pour gagner du temps, je ne vais pas en parler ici. La plupart des arguments que nous avons vus se sont révélés être en réalité plutôt des arguments en faveur de l'existence d'un effet. Les arguments qui restent sont fragiles et très peu nombreux. La conclusion de ces 3 premiers chapitres,
C'est qu'on sait avec un niveau de preuve très solide que l'aluminium soluble est neurotoxique chez les humains. Donc, si on veut injecter au nourrisson de l'aluminium sous forme de nanoparticules difficilement éliminables, il faut fournir des arguments valables qui nous laissent croire que la dose injectée serait suffisamment faible pour être inoffensive. Si vous êtes scientifique d'un domaine non médical, vous savez qu'en réalité, c'est relativement fréquent en science de ne pas avoir de preuves en faveur de l'inexistence de quelque chose. Et du coup, vous ne réalisez pas à quel point ce constat est catastrophique. Si votre seul argument valable, c'est des dosages dans les cerveaux de 4 lapins adultes 1 mois seulement après l'injection, dont un prélèvement perdu, alors vous jouez à la roulette russe. Vous injectez une dose sans savoir si elle sera suffisante ou pas pour causer d'éventuels troubles du développement neurologique chez le nourrisson. Vous prenez un risque inconsidéré. Ce n'est pas éthique. Les attentes éthiques d'aujourd'hui, c'est de refuser l'aluminium dans les vaccins. La règle des médecins, c'est d'abord ne pas nuire. Pour résumer le raisonnement, sachant que l'aluminium soluble, c'est du poison pour le cerveau à des doses cumulées similaires aux doses vaccinales, et sachant qu'il n'y a pas de preuve suffisante de l'innocuité des adjuvants aluminiques, c'est donc une raison suffisante pour refuser de jouer à la roulette russe avec le cerveau de votre nourrisson. Il est possible de fabriquer des vaccins sans aluminium, je ne suis donc pas en train d'appeler à arrêter la vaccination en général. J'ai réalisé que ma croyance initiale de 99,999% en l'innocuité était basée sur des arguments trompeurs. Quand j'ai réalisé qu'il n'y a aucune preuve valable de l'innocuité, j'ai dû mettre à jour ma croyance et devenir plutôt non-croyant. Ça peut être vécu comme brutal. Donc si vous en débattez avec d'autres personnes, je vous encourage à rester bienveillant. Mettez-vous à leur place, essayez de comprendre pourquoi ils croient en l'innocuité des adjuvants aluminiques. Quels sont leurs arguments? Essayez de rester au cœur du débat, de ramener le débat sur les 3 éléments principaux, c'est-à-dire l'élimination très lente, qui fait que la dose cumulée est en réalité considérable, la trahison irrationnelle des académies nationales de pharmacie et de médecine, l'absence d'études expérimentales conçues pour répondre à la question chez les humains. La conclusion rationnelle à ce stade, c'est qu'on ne sait pas, et donc ça veut dire qu'on joue à la roulette russe avec le cerveau de nos bébés. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite à poursuivre cette réflexion dans les vidéos suivantes. Vous y découvrirez que les preuves de la nocivité s'accumulent, pourquoi il est rationnel de parier que les adjuvants aluminiques causent l'autisme. Attention, cette conclusion ne sera pas facile à vivre psychologiquement. La théorie qui explique l'ensemble des résultats, rassurants comme inquiétants, et les limites scientifiques actuelles de la science et du médicament. Quoi qu'il en soit, restez efficace, et à ce stade, la bienveillance est efficace pour nous aider à ouvrir les yeux collectivement.